Oui, oui, j'ai abandonné mes étudiants, j'ai un petit peu honte. Je leur ai dit de regarder. Voilà. Donc, à quoi sert un étudiant en art? À quoi servent les écoles d'art? À quoi servent les études en art? Et à quoi sert l'art? Toutes ces questions, je ne vais pas y répondre. Je n'ai absolument pas de vraies réponses, mais on va tourner autour du pot, et puis peut-être que ça vous donnera des idées. Alors, la première chose, c'est TED. C'est assez bizarre pour moi de me retrouver ici, parce que je me suis toujours demandé ce que faisait TED en France, si c'était vraiment adapté. Parce qu'il y a un esprit très très positif, toujours vachement optimiste. On va arranger le monde, tout va être formidable. Et j'y ai jamais vraiment cru. Ça m'a toujours rappelé Pampan, Thumper, vous connaissez, dans Bambi, qui a une phrase, à un moment, il dit If you can't say something nice, don't say anything at all. Si vous ne savez pas dire de gentilles choses, ne dites rien. Et c'est tellement pas français comme manière de penser qu'on n'arrive même pas à le traduire dans le DVD. Vous voyez, on a traduit si tu ne sais pas dire des gentilles choses par si tu sais dire que des méchancetés. Nous, on est dans un esprit voltairien, c'est-à-dire on déteste d'abord, on discute ensuite, et puis en dernier, éventuellement, on se renseigne. Comme vous connaissez par exemple le célèbre philosophe Alain Finkielkraut, qui a écrit un livre il y a 15 ans contre Internet, et j'ai lu dans une interview récente qu'il disait qu'on allait peut-être l'amener sur Internet. Il allait bientôt voir à quoi ça ressemblait. Il a déjà écrit un livre, L'effroyable extase, ça s'appelait, et voilà, il y a 15 ans. Mais bon, j'ai décidé de jouer le jeu, et au contraire d'être positif et optimiste, et de parler des étudiants. J'aime beaucoup les étudiants en art. Je l'ai été moi-même, et puis voilà, j'en ai plein depuis quelques années. Maintenant, là, vous voyez des photos d'étudiants que je suis allé interviewer. Maintenant, je retourne interviewer mes étudiants. J'ai un petit blog là-dessus, et je leur demande comment ça va. Voilà. On en reparlera. Alors, l'école. Donc, l'école, qu'ai-je fait de mes 16 ans? Là, ce n'était pas mes 16 ans, c'est mes 13 ans, 14 ans, je ne sais plus, 14. Je n'étais pas fait pour le collège. Vous me voyez dans ma période punk. Là. Ah, raté. Donc je réessaye. Voilà, ici. Avec derrière moi, Madame Thévard. C'était ma prof de maths. Et elle était très gentille. Notamment, elle me permettait de dessiner en cours. J'avais le droit de dessiner chez elle. Je n'avais pas le droit en français, en histoire géo. Je n'avais pas le droit en art plastique de dessiner. Mais chez Madame Thévard, j'avais 2 cahiers, un pour les maths, un pour le dessin, où je gribouillais comme je voulais. Et ça se passait très bien. J'ai oublié de mettre le compteur, alors il faut me faire des gestes voilà. C'est un compteur. Et donc, elle me laissait gribouiller comme je voulais. Elle pensait que ça ne nuisait pas à ma concentration, et la psychologie lui a donné raison, en fait. Ça a été expérimenté. Gribouiller aide à se concentrer, en fait. Pas dessiner. Dessiner, on se concentre sur son dessin, mais gribouiller, ça aide à se concentrer. Voilà. Mais bon, je n'étais pas fait pour le collège. Alors, on m'a orienté dans un LEP. Vous savez tout ce que c'est, peut-être. Je suis parti faire un certificat d'aptitude professionnelle en retouche photo. Vous connaissez la retouche photo. À l'époque, personne ne savait ce que c'était. Et moi, je pensais que c'est ce qui allait me permettre de rentrer chez Industrial Light and Magic, la société pour faire les effets spéciaux de Star Wars chez George Lucas. Voilà. Mais ça n'est pas arrivé, ça ne s'est pas passé comme ça. À l'époque, on utilisait un pinceau. Vous voyez la photo de droite qui est très mal retouchée. J'ai regardé derrière, la note, c'est 4 sur 20. Et c'est ma meilleure dans mon classeur. J'étais pas non plus fait pour ça, mais bon, j'ai appris des choses. Mais donc, on retouchait au pinceau ou au crayon, et puis finalement, c'était assez compliqué. Mais c'est un métier que les gens ne connaissaient pas, il n'avait pas de visibilité. Aujourd'hui, n'importe quel gamin sait utiliser des logiciels de retouche, vous en avez même parfois dans vos téléphones, et tout. Voilà. Et nos profs nous disaient, vous verrez un jour, la photo, ça sera sur ordinateur. Il y aura des appareils numériques. Pour le moment, la définition n'est pas bonne. Enfin, ils nous disaient qu'on verrait peut-être ça de notre vivant, quoi. Et puis, 4 ans plus tard, sont arrivés les premiers logiciels de pré-presse. Enfin, se sont généralisés tous les logiciels qui ont bouleversé la chaîne graphique et qui ont fait disparaître énormément de métiers. Disparaître ou transformer, en tout cas, tout ce qu'on avait appris ne servait à rien. La retouche photo, typiquement,
Voilà, mon épouse, en quelques semaines, après avoir utilisé les premiers logiciels de retouche, était bien meilleure que moi qui avait passé 3 ans à être formé à ça. Mais j'ai appris quand même à faire des choses, c'était plutôt plaisant de faire ces études. J'ai appris à avoir les mains propres. En retouche photo, on est obligé d'avoir les mains toujours très propres, ce qui m'a servi aux Beaux-Arts un petit peu plus tard. Mais bon, voilà, j'avais été ajusté comme un écrou pour un boulon, ou un boulon pour un écrou, comme vous voulez, à un métier qui a disparu. Donc les métiers disparaissent et ça ne cessera d'arriver. C'est le destin des métiers. À part quelques métiers vraiment artisanaux, très très spécifiques, finalement, il vaut mieux se former à apprendre à apprendre, plutôt qu'à être formé pour une chose très très précise. Voilà. Alors, l'enseignement. Donc, je suis rentré aux Beaux-Arts après. Alors, j'ai réussi à rentrer aux Beaux-Arts sans le bac. C'était la dernière année où on pouvait sans le bac. J'ai toujours pas le bac. Et voilà. Mais maintenant, on ne peut plus rentrer aux Beaux-Arts de Paris sans le bac. Et là, j'ai vu que tout le monde avait les mains dégoûtantes. Voilà. Les gens travaillent très salement. Et puis, bon, voilà, j'ai fait mon service national et j'ai voulu rentrer à la fac je ne savais pas trop pourquoi. Les Beaux-Arts ne me plaisaient pas trop parce que j'avais un petit mépris pour mon chef d'atelier. Je trouvais que ce n'était pas très bien ce qu'il faisait et je pensais à l'époque que pour faire un bon prof, il fallait un bon artiste, que seul un bon artiste rayonnait sur ses étudiants et en faisait... voilà. Et on faisait des bons artistes eux-mêmes. Alors qu'en fait, non, il y a des très mauvais artistes qui font d'excellents profs. Il y a aussi des bons artistes qui font des bons profs, et malheureusement des mauvais artistes qui font des mauvais profs. Tout ça existe. Mais donc voilà, en arrivant à la fac, je suis tombé sur une équipe qui s'occupait d'interactivité, de nouveaux médias en art et tout, et ça me paraissait vraiment dégoûtant. Moi, j'aimais bien la peinture, et l'idée qu'on mélange l'ordinateur, que pourtant j'aimais beaucoup, j'avais un ordinateur, et l'art, ça me paraissait pas normal. Ça, c'est une expo récente de Jacques Perconte, qui n'a rien à voir avec mes étudiants, mais qui montre bien le pixel et la picturalité. J'aime bien ces images. Mais donc voilà, je ne comprenais pas trop l'idée, mais j'ai quand même suivi des cours par curiosité. Et puis finalement, ça m'a beaucoup plu. Et assez vite, comme j'aidais les autres étudiants, puisque j'étais plutôt doué pour la programmation, on m'a confié des charges de cours. Et puis de là, je suis devenu prof en école d'art à Amiens et puis dans plein d'autres villes comme Rennes et maintenant au Havre. Voilà. Ah. Donc ça, c'était pour raconter un peu ma vie, mais du coup, je suis déjà j'ai dû prendre beaucoup de temps déjà. Être soi-même est épuisant. Vous allez voir, je tourne autour du pot, hein, je ne vous raconte pas exactement, je n'ai pas un discours très structuré, même si ça a l'air, puisqu'il y a un diaporama. Mais être soi-même est épuisant, voilà qu'il y a une chose intéressante. Vous connaissez ces émissions de coaching qui sont des émissions dans lesquelles on apprend finalement à être adapté au monde. On apprend à s'habiller d'une manière qui font que les autres vont vous regarder bien. On apprend à aménager sa maison de manière à ce qu'il n'y ait pas de livres, parce que c'est très mal vu. On apprend à recevoir les gens en leur faisant des animations. Et puis, on apprend si on a des problèmes de rangement et tout. Voilà. Tout ça, c'est assez positif, en fait. C'est assez épuisant de vivre parmi ses semblables, puisque finalement, voilà, dans la société, on a besoin un petit peu de se fondre dans la masse. Ça peut même aller très loin. Comme... J'adore le rapport entre le slogan et l'image, vous voyez. C'est « devenez vous-même ». Donc on vous dit que vous devenez vous-même, mais en fait, on vous fond dans le treillis, vous devenez un bout de camouflage. Donc vous êtes tout le contraire de vous-même. Vous êtes à une position où vous saurez qui est au-dessus de vous, qui est en dessous de vous. Vous n'êtes plus une personne, vous êtes finalement un objet dans une hiérarchie. Mais c'est intéressant de mettre ce slogan qui est exactement le contraire, quoi. Mais parce qu'il y a énormément de pubs qui vous proposent de devenir vous-même, soyez enfin vous-même, etc. Et c'est à chaque fois en achetant la même paire de chaussures que tout le monde, le même... voilà. Vous voyez où je veux en venir. En école d'art, on fait le contraire. On essaye, c'est pas si facile. Mais on essaye d'apprendre à nos étudiants finalement à s'assumer, à assumer ce qu'ils font, à être fiers de ce qu'ils font, à le montrer,
à utiliser leurs mains aussi, à produire des choses. Tout ça, c'est ce qu'on fait en école d'art. Voilà, j'ai répondu à la question sur à quoi sert l'école d'art, en gros. Ah. Mais je vais continuer un petit peu. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que... Bon, alors, je pourrais dire le contraire, en fait. Je pourrais vous dire aussi qu'on apprend aux étudiants à avoir d'éthique, à avoir certaines références culturelles qui vont faire qu'ils s'intègrent mieux justement dans le milieu de l'art, etc. Mais bon, je vais rester positif. Est-ce que ça fonctionne? Comme je vous disais, je retourne voir mes étudiants et puis je les interviewe et je leur demande s'ils ont une belle vie, en fait. C'est ce qui m'intéresse. C'est un peu du service après-vente, quoi. Voilà. Et bon, je leur paye un coup à chaque fois. Alors, ils ont l'air tous souriants, mais je pense que même si je leur payais pas de coup, ils seraient souriants. Ils ont l'air contents. C'est pas des disciples, hein, ce sont vraiment des gens que j'ai eus comme étudiants, ou parfois très peu, en fait. Mais voilà. Et donc, voilà, ils sont tout beaux et tout heureux de vivre, ce qui est assez gratifiant, finalement, quand on... Voilà. Et maintenant, la grande question, à quoi servent les choses? Parce que donc, je posais la question, à quoi servent les étudiants en art? Et on m'a déjà demandé, on m'a dit, oui, il y a 15 000 étudiants en art en France, à quoi ça sert de former autant de gens? Il n'y a pas de place pour autant d'artistes, etc. Bon, mais apparemment, il n'y a pas de place pour grand-chose, de toute façon. Donc, autant faire des choses qui vous plaisent. Et je vois que mes étudiants, souvent, commencent par... voilà, ils apprennent la création artistique. Moi, c'est beaucoup d'étudiants en design graphique, etc. Mais ils peuvent aller vers d'autres choses. Finalement, ce qu'ils ont appris, c'est à réfléchir un peu indépendamment, et puis c'est très bien. Alors, bon, je n'ai pas le temps de vous expliquer pourquoi j'ai mis Darwin. Mais voilà, c'est à propos de l'utilité des choses. Voilà. Par exemple, la cravate. Alors, je ne sais pas s'il y a beaucoup de cravates ici. Vous voyez le monsieur de gauche, c'est un hussard croate. En croate, ça se dit hrvat. Et donc, c'est ce qui a donné le mot cravate. Parce que, à l'époque de Louis XIII, les hussards croates qui avaient été embauchés pour la guerre de 30 ans ne portaient pas un jabot infernal dans lequel se mettait la nourriture, etc. Ils avaient juste une petite écharpe assez élégante, tout le monde trouvait ça très joli, qui s'appelle maintenant la cravate. Voilà. Et ça avait un symbole, c'était pour dire, voilà, on a ça parce qu'il y a une femme qui nous attend au pays, on a une épouse, et donc c'est un peu la corde au cou, hein, c'est ça l'idée. Mais ce qui est marrant, c'est que ça a beaucoup plu, donc il y a 380 ans, ça a beaucoup plu, les Français se sont mis à mettre la cravate, et puis du coup les Anglais ont trouvé que c'était bien aussi, ils ont mis la cravate, et aujourd'hui le salaryman japonais ou chinois porte une cravate, et personne ne sait que c'est un rapport avec les hussards croates, ou enfin on ne le sait pas vraiment. Ou en tout cas, en mettant une cravate, les gens n'y pensent pas. Mais moi, je me suis toujours demandé à quoi ça servait. Je déteste avoir un truc autour du cou, et du coup, je ne porte pas de cravate. Mais bon, j'ai quand même ça autour du cou. Mais ça ne sert pas. Voilà. Et plusieurs fois, on m'a dit, mais t'as tort de ne pas mettre de cravate, c'est un bon moyen de se personnaliser. Et j'ai toujours trouvé ça bizarre aussi, l'idée de se personnaliser, se customiser, avoir quelque chose de personnel dans une norme. Mais il y a peut-être une logique. Ceci dit, je pourrais vous raconter l'histoire d'un Croate, qui s'appelait Dido, qui est mort maintenant. Ma femme est croate, donc je connais un peu les Croates. Qui allait à l'enterrement de sa mère avec une cravate sur laquelle il y avait une fille nue. Et ce qui est pas mal, et ça montre que effectivement toutes les cravates ne font pas le même effet. Voilà. Donc voilà, la cravate à 380 ans, je ne sais pas à quoi sert la cravate, mais elle doit servir à quelque chose si elle a survécu 380 ans. Je pourrais vous parler de l'agriculture. Vous connaissez tous l'agriculture. C'est ce qui a fondé toute notre civilisation. Vous voyez l'agriculture ici. C'est ce qui a fait, par exemple, le travail. Parce que quand on exploite des champs, il faut faire travailler des gens. Tout pousse en même temps, il faut qu'il y ait plein de gens en même temps. Et donc, c'est ce qui a permis d'inventer le travail. Ça a fait beaucoup de mal à l'humanité qui a perdu 10 ou 20 cm, on sait ça par les squelettes, parce que le travail, finalement, n'est pas bon pour la santé. Contrairement à ce qu'on dit parfois. Et surtout le travail pour des autres. Enfin, voilà. C'est ce qui a
permis l'invention des clôtures aussi, puisque si vous avez un champ à exploiter, il faut décider à qui il est, et puis qui a le droit de l'exploiter, qui peut en faire quelque chose, qui n'a pas le droit. Voilà. C'est ce qui a permis aussi le mariage. Le mariage, on sait que c'est une institution qui est liée à l'agriculture. Parce que quand vous avez un champ, vous voulez le transmettre à vos enfants et il faut que la filiation soit bien identifiée, etc. Ça sert à ça, le mariage, au départ. C'est ce qui a permis l'argent, qui permet d'échanger des biens de nature différente, comme vous savez. L'argent, les mathématiques sont nées de là aussi, parce qu'il faut bien compter l'argent. L'écriture aussi, parce qu'il faut bien noter ce qu'on a compté. La ville est née avec l'agriculture. La prostitution est née avec l'agriculture. La carie est arrivée avec l'agriculture, avec les céréales, malheureusement. La monarchie aussi. On sait qu'il n'y avait pas de roi avant. Et en fait, les rois viennent de l'agriculture aussi, parce que l'argent et les clôtures permettent à des gens d'avoir énormément de pouvoir, et plus que d'autres. Voilà. Et bon, pour réfléchir à tout ça, on a inventé aussi la philosophie, et puis plein d'autres choses tout à fait positives. Ça a 10 000 ans. C'est pas mal. Donc la cravate 380 ans, ça a 10 000 ans. Et ça, c'est la grotte de Chauvet. Donc vous connaissez la grotte de Chauvet, en Ardèche peut-être. Je ne la connais pas, donc je ne connais que de loin, mais qui a été découverte il y a presque exactement 20 ans. Dans quelques semaines, ça fera 20 ans. Et où il y a les plus vieux dessins figuratifs créés par des humains. Donc des humains se sont mis à dessiner des animaux qui existaient. On ne sait pas du tout à quoi ça servait. C'était peut-être une école d'art, vous voyez, avec plein de gribouillis pour se préparer à faire d'autres choses dehors. On ne sait pas parce qu'on ne connaît que ce qui a survécu dans les grottes, mais finalement, ce qui a été peint à l'extérieur, on ne le saura jamais parce que ça ne peut pas survivre autant. Mais là, les conditions font que ça a survécu. Il y a des gens qui pensent que c'était peut-être des installations multimédia, qu'on devait regarder avec une torche, et puis en passant, ça faisait un peu d'animation, quelque chose comme ça. Ça a été testé, c'est plutôt crédible en fait. Certaines personnes vous diront que c'est religieux, chamanique, etc. J'en sais rien. Je ne sais pas à quoi sert l'art, hein. Mais par contre, ça a 35 000 ans. C'est beaucoup plus vieux que les cravates, et beaucoup plus vieux que, finalement, que l'agriculture même, et tout ce qui en découle. Donc vous voyez, l'art, on ne sait pas à quoi ça sert exactement, mais ça doit servir à quelque chose, ça existe toujours, et ça existe depuis vraiment très longtemps. Voilà, je ne sais pas si vous avez vu où je voulais en venir. Ça n'a pas vraiment d'importance. Mais voilà. Merci.